Bon, bah, écoutez, merci pour d'être venu, malgré les changements d'horaire, les changements de jour. Faut suivre. Hein. Donc, je vous avais promis de vous parler un petit peu de la sclérose latérale amyotrophique. Je vais le faire, mais ce sera évidemment dans un contexte un petit peu plus large qui reprendra à la fin un petit peu l'idée générale du cours, d'une certaine façon. Donc la dernière fois, j'avais terminé sur... C'était un cours dur la dernière fois. Hein. J'ai eu du mal à suivre. Hein. C'était pas facile. Hein. Pour vous non plus, je pense. Oui. Ouais. Plus fort? Ah non, là, je peux pas. Non, non. Rapprochez-vous. Mais là... donc, la dernière fois, j'avais terminé sur l'instabilité génétique. Et j'avais donc annoncé mon intention de développer un exemple à travers la SLA, sclérose latérale amyotrophique, ALS en anglais, les différents acronymes. C'est une maladie qui porte aussi le nom de maladie de Charcot, qu'il a découverte, ou de maladie de Lou Gehrig, d'après le joueur de baseball diagnostiqué pour ALS en 1939 à la Mayo Clinic. Donc, il sera encore question d'éléments mobiles un petit peu, surtout à la fin du cours. Je sais que maintenant, vous les connaissez bien. Je vais quand même vous les rappeler pour ceux qui n'auraient pas été là les cours précédents. Vous savez que le génome humain, mais aussi le génome des mammifères, est composé pour 45% de ce qu'on appelle des éléments mobiles, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le junk DNA. ADN poubelle, ce sont des éléments qui peuvent sauter d'une région du génome à l'autre et qui donc, quand ils sautent, créent des mutations. La plupart d'entre eux sont fossilisés, ne sautent plus, mais encodent des ARN régulateurs. Et chez les humains, il y a encore une centaine de lines qui peuvent sauter et donc introduire des mutations et faire du mal. Les signs peuvent sauter à condition que les lines soient exprimées. Et puis, il y a des éléments mobiles qui sont d'anciens virus, rétrovirus, un peu comme le HIV, qui ont été domestiqués par le génome, mais qui peuvent s'exprimer dans certaines circonstances, comme vous allez le voir. Donc, ça fait énormément d'éléments mobiles, et ils ont joué un rôle extrêmement important au cours de l'évolution. On en a parlé cette année et l'année dernière, en même temps qu'ils jouent des rôles probablement très importants dans toutes les pathologies. Donc, effectivement, au-delà de leur fonction évolutive que j'ai évoquée la semaine dernière, et surtout l'année dernière, au-delà de ces méfaits dans le domaine des pathologies, ils ont aussi un rôle physiologique. Donc, j'ai fait allusion en proposant, à propos des travaux de Julia Fuchs et de son équipe sur la maladie de Parkinson, que l'endonucléase des lines, il y a une enzyme qui clive dans les lines, c'est une activité DNase, CAS-EDN, servait à la relaxation de l'ADN, super enroulé, un peu à la façon d'une topoisomérase, c'est-à-dire que si les RNA polymérases ont du mal à trouver le chemin pour se mettre sur un promoteur et faire une transcription, alors une cassure permet d'ouvrir un espace, une cassure suivie d'une réparation, bien entendu, permet d'ouvrir un espace pour l'arrivée d'une enzyme capable de faire de la transcription du génome. Et donc, l'idée, c'est qu'une des fonctions physiologiques des lines serait de faire ça. Évidemment, s'il y a trop d'expression de ces lines, et ça apparaît au cours du vieillissement, au cours des stress oxydatifs, et vous verrez dans pas mal de maladies, à ce moment-là, il y a trop de cassures et la réparation ne se fait pas. Une autre des fonctions physiologiques des lines, évidemment, c'est, on en a parlé, il y a pas mal de lines full length ou pas full length, enfin, complet ou pas complet, qui sont dans le génome, en particulier dans ce qu'on appelle les corps des gènes, ici dans une séquence intronique. Ils peuvent avoir une action par eux-mêmes, ils peuvent aussi s'hybrider avec un transcrit qui vient se mettre là, et ça a des effets épigénétiques sur l'épissage, sur la méthylation des CPG, donc le blocage de l'expression, le recrutement d'enzymes comme cette DB1 qui est une méthylase de H3K9
qui a aussi un effet épigénétique sur la répression de la transcription des éléments. Donc, tout ça pour vous dire que ce sont des éléments qui sont physiologiquement importants et évidemment importants aussi dans les pathologies, dans le cas où ils sont exprimés de façon excessive ou pas où il faut. Donc pour revenir, pour en arriver à la maladie de Charcot, je vais commencer par un exposé assez général, puis j'entrerai ensuite dans les détails. Donc j'appellerai la maladie de Charcot ALS. Donc l'ALS est d'une maladie du motoneurone. En fait, c'est la maladie la plus répandue du motoneurone, le motoneurone étant le neurone qui va aller innerver les muscles, en particulier les muscles squelettiques. Et elle se caractérise par la mort de ces motoneurones. Donc ça induit une faiblesse musculaire, laquelle augmente progressivement. Donc vous voyez ces motoneurones. Donc s'ils meurent, les muscles ne sont plus innervés et on a une atrophie musculaire dans certains cas. Ce n'est pas dans tous les cas, mais quand c'est la mort du motoneurone qui est l'élément principal, on a une atrophie musculaire. Et voilà, qui augmente avec le temps. Donc c'est une maladie qui est en fait très hétérogène et complexe. Elle peut impliquer d'autres types cellulaires que les motoneurones. Elle implique d'autres types cellulaires que les motoneurones. En particulier, si on se contente du niveau moelle épinière, elle implique les astrocytes, qui sont des cellules gliales. Elle implique les interneurones. Mais elle implique aussi des régions au niveau cortical, et j'y viendrai un peu plus tard, en particulier le cortex moteur, puisque comme vous le voyez, il y a des neurones moteurs qui vont directement depuis le cortex moteur jusqu'au muscle. Donc ce neurone extraordinairement long, qui peut faire plus 1 mètre, 1,5 mètre de long pour les gens qui sont très grands et qui ont les jambes très courtes. Donc ça peut descendre très bas. Et donc ce sont des neurones qui sont longs et donc probablement assez fragiles, parce que plus un neurone est long, et plus il est exigeant sur le plan du métabolisme. Donc ces cortex moteurs, ces neurones sont aussi impliqués, et je développerai ce point dans un petit moment lui aussi. Là c'est une introduction un peu générale. Donc la cible spinale, c'est-à-dire la cible qui a lieu au niveau de la moelle épinière, reste, je dirais, la première pour l'instant. De même que les neurones ou les motoneurones, les neurones qui innervent les muscles. La mort survient assez rapidement, entre 2 et 3 ans, parfois 5 ans, mais par la perte de fonctionnement des muscles respiratoires. Et c'est finalement quelque chose d'assez pénible. Mais il faut savoir que cette maladie est aussi associée, souvent en fait associée à une démence frontale, ou ce qu'on appelle une démence frontotemporale, FTD, qui est due à la dégénérescence de neurones dans le cortex frontal. Alors si on est pessimiste, on dira que c'est terrible. Si on est optimiste, on peut penser qu'il est préférable de mourir de la maladie du motoneurone avant de devenir dément, du fait de la maladie corticale. Parce que si cette démence frontotemporale est plus rare, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas le temps de se développer à cause de la mort précoce liée à la mort du motoneurone. Donc ça dépend de l'origine de la maladie, parce que dans ce cas, comme dans la plupart des pathologies que nous avons discutées ici, le symptôme est la traduction de plusieurs étiologies qui incluent des formes génétiques, et différentes mutations, je vais y venir, mais aussi des formes sporadiques d'origine inconnue. Et ça, c'est aussi le cas, vous l'avez vu, dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie de Parkinson. Il y a des maladies où ce n'est pas le cas, mais énormément de ces maladies neurodégénératives ont assez peu de formes familiales. Quand on dit génétique, ça veut dire familial, héréditaire. Parce que les autres peuvent être aussi liées à des mutations, évidemment. Donc on peut dire qu'elles sont d'une certaine façon génétiques. Donc la maladie se développe à tous les âges. Il y a une prévalence avec un pic autour de 60-70 ans. Il y a 1 à 5 personnes pour 100 000 aux USA. Et les formes familiales, donc avec une composante génétique très probable, représentent seulement 10% des cas. Donc ça laisse de la place pour les formes sporadiques, je viens de le dire, même si la différence est parfois difficile à faire.
Donc, parmi les formes héréditaires qui sont bien assurées, il y a plusieurs cas, vous allez les voir au cours du cours. La plus importante, c'est une expansion d'une répétition. C'est-à-dire que il y a un gène, et dans un des introns du gène, le premier intron du gène, il y a une séquence G, 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 C, C, guanosine, 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 cytosine, cytosine, qui est dans le premier intron donc, de ce gène qui s'appelle C9orf72, qui est présente sur le chromosome 9, Open Reading Frame 72, en fait, donc C9orf72, qui compte pour 25 à 30% des formes familiales. Donc c'est la plus importante des formes familiales est liée à cette expansion de séquences dans cet intron. Et elle est aussi à l'origine de pas mal de démences phototemporales. Les expansions sont en moyenne au nombre de 30 ou moins dans un cas normal. Le gène normaux a assez peu d'expansions, mais dans les cas des pathologies, ces expansions peuvent atteindre plusieurs centaines de répétitions, voire plusieurs milliers de répétitions. Et la conséquence, c'est la formation d'ARN qui ont des conformations qui fixent les RNA, les protéines qui se fixent à l'ARN. Et l'autre chose, c'est la synthèse aberrante de polypeptides qui correspondent à ces séquences et qui sont toxiques pour les cellules. Donc je vais venir en détail. Alors il y a d'autres mutations. Les autres mutations concernent la superoxydismutase, qu'on appelle SOD1, et puis une et deux autres protéines qui fixent l'ARN, TDP43 et FUS. Donc, sur le plan des analyses histologiques, les cellules qui meurent présentent toujours ou presque toujours des agrégats protéiques. Alors, comme beaucoup de maladies neurodégénératives d'origine génétique, l'ALS familiale se déclare tard. Et ça suggère qu'il y a d'autres facteurs, des facteurs environnementaux, pour une part, ou plus simplement une dégradation générale due à l'âge. Et ça, on a déjà vu ça pour le Parkinson, on a déjà vu ça pour l'Alzheimer. Et ici, encore, on doit penser à des modifications de l'hétérochromatine et à une instabilité génétique qui suit cette modification de l'hétérochromatine. Tout ça, maintenant, pour vous, est quasiment connu. Parmi les effets environnementaux, on cite pêle-mêle, mais enfin, c'est toujours un peu bon, voilà, le tabac, trop de sport, attention, le service militaire, le trauma crânien, les champs électromagnétiques, attention au téléphone portable, les pesticides, le plomb et autres métaux lourds. Enfin, la vie est assez dangereuse finalement. Donc, c'est un trait qui est partagé avec d'autres maladies neurodégénératives. Comme dans ces autres maladies, des agrégats protéiques existent, ici de TDP43, donc un de ces gènes qui est muté, de SOD1, un produit du gène muté, et puis les polydipeptides qui sont encodés par les expansions dans C9orf72. Donc, je l'ai dit, TDP43 est une protéine qui se fixe à l'ADN, qui se fixe aussi à l'ARN, qui se lie à plus de 6000 ARN donc, dans le cerveau. Donc, et elle participe à la maturation de beaucoup de ces ARN. Maturation, ça veut dire épissage, transport, dégradation, etc. Et des accidents dans le métabolisme des ARN pourraient jouer un rôle dans la maladie. C'est une hypothèse qui est renforcée, même si elle est simpliste, par le fait que FUS est aussi une protéine de liaison à l'ARN, ou que les répétitions de dipeptides qui sont encodées par les expansions de séquences de C9orf72 induisent des granules de stress qui sont composés d'ARN et de protéines. Bon, tout ça reste encore assez flou, on va rentrer dans les détails, mais c'est d'autant plus flou, si vous voulez, que d'autres suspects, les suspects sont apparus au cours des années récentes. Par exemple, les dysfonctions mitochondriales, le stress oxydatif, ça c'est clair, l'excytotoxicité, ça veut dire en fait une dépolarisation excessive des neurones qui est liée à la libération de glutamate, je vais y arriver, l'inflammation, et puis des problèmes dans le transport nucléocytoplasmique et intracellulaire. Pour compliquer encore la chose, ou la rendre quasiment illisible, la maladie peut impliquer d'autres types cellulaires que les motoneurones alpha, ceux qui dégénèrent de façon prioritaire,
et innervent les muscles squelettiques. Et parmi eux, évidemment, je vous l'ai dit, les astrocytes, les macrophages, les microglies, les oligodendrocytes et les interneurones. Donc quasiment tout le monde, quoi, ce qui rend les choses un peu compliquées. Donc après ces généralités, je vais entrer dans les détails à partir de quelques revues. Donc la première, qui est une revue assez vaste, est liée, on la doit à Taylor et ses collaborateurs. C'est le groupe de Don Cleveland. Et les auteurs nous rappellent que les manifestations cliniques de l'ALS sont extrêmement hétérogènes, en fait. Soit avec une grande faiblesse des membres qui sont flacides et même atrophiés à la suite de dégénérescence des motoneurones spinaux, soit une spasticité, c'est-à-dire une contraction trop forte des muscles. C'est comme si les muscles étaient stimulés de façon permanente et avec des mouvements spastiques. Et ça, c'est probablement lié aux neurones qui viennent du cortex, vous verrez pourquoi. Et puis, et là, il y a peu d'atrophie musculaire, donc c'est une maladie différente. Et puis, ou alors une atrophie des muscles qui innervent la langue, des difficultés de déglutition ou de locution quand les motoneurones affectés sont au niveau bulbaire, ce qu'on prend une scène ici. Donc, à cela, on doit ajouter, je vous l'ai déjà dit, les démences frontotemporales ou d'autres pathologies associées, mais qui ont probablement une origine assez proche, sinon commune. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que 10% qui ont une forme génétique. Donc là, vous avez un tableau des formes. Hein. Vous voyez que la forme génétique la plus importante, celle qui correspond environ à 25% des maladies de forme familiale génétique, mais à 10% des sporadiques, parce qu'il y a des formes sporadiques dans lesquelles on a une expansion intronique de ce repeat, là, GGGGCC, comme je vous disais. Alors, on ne sait pas très bien à quoi ça sert, C9orf72. C'est probablement une protéine qui permet l'activation d'autres protéines qu'on appelle les protéines RAB, qui sont impliquées dans le transport vésiculaire. Et ici, plutôt du côté des endosomes. Donc, ça pourrait jouer sur la capacité d'envoyer des protéines mal conformées vers ce qu'on appelle des comportements de dégradation, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle l'autophagie, qui est une forme importante. D'ailleurs, vous allez voir, c'est assez intéressant de constater que beaucoup de ces protéines, de ces mutations, soit touchent l'ubiquitine, soit l'autophagie. Et ça veut dire qu'il y a une nécessité, si vous voulez, d'aller se débarrasser de protéines, peut-être ces protéines qui elles-mêmes forment des agrégats. Mais enfin, il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres formes. Vous voyez que la SOD, la superexcitase, c'est une forme familiale assez importante, 20%, c'est quand même pas mal, 2% des formes sporadiques. Et puis ensuite, vous avez TDP43 et FUS qui sont les plus importantes. Mais il y en a encore pas mal, hein, dont des RNA binding proteins, de nouveau. Et puis ici, quelque chose qui régule l'autophagie. Donc, il y a quand même des traits plus ou moins communs dans toute cette affaire sur les gènes qui ont été identifiés, soit dans les formes familiales, donc héréditaires, soit dans les formes sporadiques qui apparaissent dans des familles sans histoire, d'une certaine façon sans histoire du niveau de cette maladie. Donc, cette même revue, si vous voulez, décrit brièvement les pathologies qui sont liées à l'ALS, et l'autopsie des patients révèle la dégénérescence de motoneurones au niveau du cortex moteur, dans le tronc cérébral et dans les cornes antérieures de la moelle ventrale pour les animaux qui marchent à quatre pattes, hein, parce que chez nous, ce sont les cornes antérieures, parce qu'on marche debout, mais les quadrupèdes, ce sont les cornes ventrales, ça va de soi. Donc, la dégénérescence des projections corticospinales laisse une cicatrice le long du trajet, donc on peut le suivre, ça. Les motoneurones, eux, ils rétrécissent, hein, ils ne meurent pas forcément, ils peuvent rétrécir, et ils accumulent, comme je vous le disais, des agrégats protéiques ou des inclusions qui sont souvent modifiées, ils sont ubiquitinylés. Et ça veut dire que quand on met une ubiquitine sur une protéine,
Ça veut dire qu'on l'envoie vers une structure de dégradation qu'on appelle le protéasome. Donc, il y a quand même comme une sorte de nécessité intérieure d'envoyer ces protéines à la dégradation, soit dans des endosomes tardifs qui vont ensuite aller vers les lysosomes, soit en envoyant vers le protéasome. Donc les agrégats de PROM agrégés, on les trouve pratiquement dans toutes les formes d'ALS, hein, que ce soit TDP43, ou que ce soit SOD1, ou que ce soit, comme je vous le disais, les polydipeptides encodés par l'expansion de Xenophore 72. Dans cette dernière forme, des ARN retrouvés dans le noyau et le cytoplasme, on les voit, vous voyez par exemple ici, aussi un agrégat de SOD dans un motoneurone, ici un agrégat de TDP43, et ici vous avez l'ARN de C9ALS-ETD, et là vous avez les agrégats des dipeptides. Ça vous rappelle ce qu'on voit aussi dans le Parkinson avec l'alpha-synucléine, ce qu'on voit dans l'Alzheimer avec les tangles ou avec les plaques amyloïdes. Donc cette façon d'agréger les protéines est quelque chose d'assez courant dans beaucoup de ces maladies. Maintenant, il faut aussi ajouter, comme je l'ai dit, les processus inflammatoires avec les macrophages du système nerveux qu'on appelle les microglies et l'astrogliose qui ont une action, comme on dit, non autonome, hein, sur le développement de la pathologie. Donc je reviendrai sur cette toxicité non cellulaire autonome. Alors c'est la SOD1 qui avait été la première étudiée. C'est normal parce que la SOD1 c'est une superoxyde dismutase, hein, et c'est une enzyme qui réduit les superoxydes. Donc toutes les formes réactives d'oxygène qui sont toxiques sont réduites et donc éliminées d'une certaine façon par la SOD. Donc c'était un suspect idéal. Hein, il y a un stress oxydatif, le motoneurone va mourir, mais SOD est là, il le sauve. Mais si SOD est muté, il ne le sauve plus. Mais ça, c'est pas de chance parce que parmi les 170 mutations, pas de moins, qu'on retrouve dans SOD1 et qui induisent un phénotype de type ALS ou perte de motoneurones, la plupart n'ont pas d'activité dismutase. Donc la plupart de ces mutations n'ont rien à voir avec l'élimination des superoxydes. Donc la pathologie a probablement peu à voir avec l'activité de cette enzyme, en tout cas avec l'activité enzymatique. C'est probablement à voir avec autre chose, peut-être simplement avec la facilité de faire des agrégats, de précipités. Mais ça encore, c'est assez louche parce que l'élimination des agrégats de SOD ne modifie pas le décours de la maladie. Donc, alors peut-être que quand il y a des agrégats de SOD, il y a aussi des agrégats de TDP43. Alors peut-être que c'est lié à ça. Maintenant, pourquoi est-ce qu'une mutation dans SOD ferait précipiter TDP43 de nouveau, à vrai dire, j'ai un peu regardé la littérature ces derniers temps. Et pour moi, ce n'est pas clair. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des idées ici, mais ils me diront. Donc, je vais y revenir là-dessus. Je vais vous parler de la toxicité non cellulaire autonome, ce qui veut dire avec des événements qui prennent leur origine en dehors du motoneurone, ou pas uniquement. Alors, donc là, c'est le schéma de tout à l'heure. Et donc, vous avez pas mal de choses qui peuvent se passer. C'est vraiment que c'est une maladie du système moteur. Vous voyez, si vous regardez un tout petit peu ce qui se passe là, donc vous avez des problèmes dans le contrôle de qualité des protéines. Donc là, tout à l'heure, je disais, ça peut être envoyé dans l'autophagosome à partir des endosomes, lysosomes, pour se débarrasser des protéines qui sont mal fichues, précipitées par exemple, ou bien elles peuvent être ubiquitinylées et envoyées dans le protéasome pour une dégradation. Donc s'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, dans un motoneurone qui aurait tendance à faire des agrégats, c'est pas bon. Vous avez aussi ici la question des macrophages activés, c'est-à-dire que s'il y a une inflammation, vous allez activer vos macrophages, on appelle ça des microglies dans le système nerveux, mais ce sont des dérivés monocytaires de toute façon. Hein. Et donc ça fait des superoxydes, et ça attaque le motoneurone. Ça peut l'attaquer au niveau corticospinal, ça c'est un motoneurone qui est ici. Hein, et puis, mais ça peut aussi attaquer évidemment au niveau du motoneurone spinal qui est ici. Alors, vous avez évidemment des questions qui sont liées alors, à l'astrocyte, à l'oligodendrocyte. Alors, l'oligodendrocyte, c'est une cellule gliale qui entoure l'axone,
qui entourent l'axone quand les axones sont dans le système nerveux central. C'est-à-dire que tout ça, ça va être des oligodendrocytes qui permettent d'accélérer la conduction nerveuse. Et votre motoneurone, lui, il va avoir dès qu'il va sortir de la moelle, passer dans le circuit, ça va être des cellules de Schwann. Mais ce que fait l'oligodendrocyte, c'est de fournir de l'énergie aux neurones à travers des canaux de type lactate. Alors ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, je ne sais plus du tout. Je vous ai raconté que dans le cortex, et en particulier dans le cortex frontal, le nutrient, la source d'énergie essentielle pour les neurones, ce n'était pas du glucose, c'était du lactate. Et je vous avais rappelé que ce sont les astrocytes qui font le lactate. Le astrocyte qui un peu comme un foie, ça fonctionnerait. C'est-à-dire qu'il a une source d'énergie qu'il transforme en lactate. Le lactate est sécrété et le lactate est capturé par les neurones et c'est la source essentielle, la source principale d'énergie pour les neurones. Et ici, cette fonction, elle est faite par les oligodendrocytes qui ont des canaux qui permettent de libérer le lactate qui ensuite est capturé par le neurone. Donc si les oligodendrocytes ont un problème dans leurs canaux de type MCT1, donc de libération de lactate, alors ça a un effet métabolique sur l'activité du neurone. Et comme ces neurones ont des très longues projections, ce sont des neurones qui ont toujours besoin d'être vraiment nourris. Et il y a des mutations, par exemple des mutations dans SOD, qui diminuent l'expression de ce canal. Donc il y a une idée, en fait, que peut-être que SOD joue un rôle dans l'expression du canal et donc la fourniture du neurone en énergie. Et il y a un autre un côté qui est intéressant pour les astrocytes, qui est du côté de la recapture du glutamate. Alors, ça a été fait dans la souris SOD. Le glutamate, s'il y en a trop, c'est comme tout. Hein. Quand il n'y en a pas assez, c'est pas bon. Quand il y en a trop, c'est pas bon non plus. Il faut toujours rester, c'est de la physiologie, il faut toujours rester dans les bonnes concentrations de tout. Et d'activité, pareil. Et donc, il se trouve que les neurones corticospinaux sont des neurones qui font du glutamate. Ce sont des neurones pyramidaux du cortex, donc ce sont des neurones à glutamate. Et ces neurones libèrent du glutamate au niveau de ces motoneurones ici, et donc peuvent, s'il y a trop de glutamate libéré, ça fait ce que j'appelle de l'excitotoxicité, c'est-à-dire que vous avez des captures de calcium intensives et ça entraîne, quand il y a trop de calcium internalisé par les neurones, ça entraîne une dégénérescence du neurone. Donc c'est une histoire ancienne en fait, l'histoire d'excitotoxicité, parce qu'en fait c'est une idée qui a été proposée, enfin pas sous cette forme-là, hein, bien entendu, qui a été proposée par Charcot, en fait, il y a une centaine d'années. Voilà, c'était cette première hypothèse qu'il avait proposée. J'ai sauté une page, c'est pas grave, moi je saute toujours une page, c'est pas très, voilà. Donc, vous me connaissez maintenant. Donc, si vous avez une hyperactivité de votre motoneurone cortical, vous allez libérer beaucoup plus de glutamate. Et alors, les astrocytes, ils sont là pour pomper le glutamate. Hein, ils ont des canaux qu'on appelle EAAT2, hein, excitatory aminoacide transporteur 2, hein, qui, quand le glutamate est dans la fente synaptique, ça pompe. Et ce canal, une perte de ce canal a été observée dans le mutant SOD1 aussi, dans un modèle murin, et dans certains ALS sporadiques. Donc on peut imaginer, et ça a à voir avec la spasticité, c'est-à-dire une hyperactivité excitatrice de ces neurones corticaux. Et donc là, on peut aussi avoir un effet sur l'astrocyte via une mutation SOD. Ça, c'est intéressant parce que, tout est intéressant, hein, bien entendu, mais on ne sait pas très bien où est l'origine de la maladie au niveau cellulaire. Et si vous prenez des astrocytes de souris qui sont mutés pour SOD et donc qui sont malades, et que vous mettez dessus des neurones bien portants, et bien les neurones bien portants deviennent malades. Donc en fait, il y a peut-être quelque chose qui vient de l'astrocyte qui a un effet toxique sur le motoneurone. Donc une des possibilités, c'est que cet effet toxique, c'est que ces motoneurones
sont soumis à des stress oxydatifs, des stress excitateurs beaucoup trop importants. Donc, je reviendrai sur cette histoire d'excitotoxicité dans un petit moment. Donc, je n'ai pas l'intention de décrire tout ce qui est su ou tout ce qu'on pense savoir dans l'étiologie des maladies. Et donc, je vais vous laisser contempler cette diapositive qui, plus ou moins, résume pas mal de choses. Alors, je vous rappelle ici donc les mutations. TDP43 et FUS qui sont des RNA binding. Puis là, encore de nouveau des RNA binding. Et je l'ai mis là, c'est pour montrer qu'il y a probablement quelque chose qui a à voir avec cette affaire. Donc, réticulum endoplasmique, perte de nettoyage des protéines mal conformées, donc prône à l'agrégation, protéasome, microglies, oligodendrocytes, astrocytes. Je ne vous ai pas parlé des problèmes de transport axonal pour l'instant, mais ils sont très importants pour des neurones à très longue projection. Que ce soit les motones corticaux, cortico-spinaux, qui sont évidemment des neurones à très longue projection, mais les motoneurones spinaux sont aussi à très longue projection. Un motoneurone qui va aller innerver le doigt de pied, alors ce coup-ci il faut des jambes longues, mais ça fait quand même du chemin malgré tout. Donc, et ça demande un entretien. C'est-à-dire que tout se situe au niveau du corps cellulaire d'une certaine façon, et donc il faut envoyer des protéines avec transport axonal, il faut faire revenir les éléments, et donc c'est une source d'énergie, c'est une dépense d'énergie énorme. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tant pour les interneurones corticaux que pour les neurones dopaminergiques, que pour les motoneurones, nous avons formé l'hypothèse dans les années précédentes que beaucoup de ces maladies neurologiques ou psychiatriques étaient en fait des maladies métaboliques. Donc chaque fois qu'on a un système qui nécessite une très grande utilisation d'énergie, bouger le métabolisme, descendre le métabolisme, a forcément des effets. Donc là, évidemment, il y a le transport des ARN dans les motoneurones, et puis je reviendrai, mais souvent ces ARN sont transportés, il y a de la traduction locale. Donc s'il y a un problème dans le transport des ARN, écoutez, ça peut aussi avoir des problèmes. Donc je vais montrer ici, beaucoup de ces protéines jouent un rôle dans l'épissage alternatif, dans la biogénèse des micro-ARN, dans la régulation de la traduction, et puis dans la sécrétion des protéines qui fixent l'ARN, donc qui peuvent donc transporter ça sous forme de granules, j'y reviendrai dans un instant, le long de l'axone. Donc, une maladie compliquée. Alors, c'est Virginia Lee, une collègue américaine que j'ai rencontrée à Boston il y a une cinquantaine d'années, qui... Ça vous fait rire. Moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. Vous m'entendez là, je crois? Ouais. Donc, on doit à Virginia Lee d'avoir observé la localisation anormale de TDP43, qui, normalement, c'est une protéine nucléaire. Et elle l'avait vue au niveau d'inclusion cytoplasmique dans le cerveau et dans la moelle épinière des malades qui soient atteints d'ALS, que ce soit des formes génétiques ou des formes sporadiques. Donc ça, on retrouve cette inclusion dans les démences frontotemporales, qu'elles soient dues à l'ALS ou à d'autres causes que l'ALS d'ailleurs, comme certaines formes d'Alzheimer ou de Parkinson. Donc ce n'est pas uniquement dans l'ALS qu'on voit des précipitations de TDP43. Et en fait, en plus, je pense qu'il est assez intéressant de constater, je crois que je l'ai déjà mentionné, je viens de le mentionner, que, comme je vous le montre ici, on trouve un phénotype ALS dans des mutations qui affectent des protéines de transport. Il y a plus de 40 mutations qui ont été recensées qui affectent le transport d'ARN dans le développement de la maladie. Donc ce sont des milliers en fait, d'ARN qui sont ainsi fixés avec, comme je le disais, des modifications au niveau de l'épissage, du transport, de la dégradation, de régulation de la traduction, etc. Alors, ces protéines de transport d'ARN, elles ont deux régions. Il y a une région qu'on appelle RRM, qui est une région qui fixe l'ARN, et puis ils ont une région qui est une région en fait, de basse complexité, et cette région de basse complexité a tendance à s'agréger.
Alors voilà, ça c'est des séquences RRM en vert qui sont des séquences qui fixent en fait les messagers, donc, ou les ARN, hein, pas uniquement les messagers, des précurseurs de micro-ARN. Bon, je ne vais pas revenir sur le micro-ARN, je sais que vous avez suivi le cours de façon assez fidèle pendant les différentes années que nous avons passées ensemble. Et puis ça, c'est des régions de complexité basse. Et vous voyez que tous ces points rouges ici sont des mutations. Et sont des mutations qui ont un effet très clair, c'est qu'elles entraînent l'agrégation. Donc en fait, alors, ces protéines qui transportent les ARN, elles ont des propriétés assez intéressantes dans la mesure où elles entraînent des partitions de phase au sein du cytoplasme. C'est-à-dire que vous faites des organelles, comme ça, oui, ça s'appelle en fait, c'est des organelles qui transportent les ARN, des organelles comme ça, qui n'ont pas de membrane. Ce n'est pas comme une vésicule, mais c'est un organelle bourré d'ARN. Et cet organelle va aller se promener et aller s'engager dans le transport axonal ou dans le transport dendritique d'ailleurs. Et vous voyez, c'est comme c'est vraiment de la séparation de phase. Mais si vous avez des mutations dans la région de basse complexité, alors vous avez la formation de fibrilles, quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on voit dans les pathologies amyloïdes. Donc, ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est un mécanisme qui laisse de côté, évidemment, C9 ORF72, puisque ce n'est pas une RNA binding protein, sauf si cette forme a quelque chose à voir avec le métabolisme de l'ARN, mais je ne crois pas que ça ait été démontré. Mais enfin, il y a quand même toutes les autres formes de maladies assez importantes, hein, et en tout cas FUS et TDP43, qui sont des formes importantes, ont à voir avec cette question de formation de fibrilles dans les neurones. Et probablement aussi des problèmes de modification du transport des ARN. Ça, c'est important. Je vais passer donc maintenant à C9-ORF72. Il va nous occuper un petit peu parce que l'idée un petit peu que j'aimerais amener, c'est que vous liez, si vous voulez, l'ALS et la démence frontotemporale. Donc, avant d'y arriver, je vais résumer un petit peu ce que nous connaissons de cette protéine. Je vous rappelle donc que les mutations de C9-ORF72 entrent pour 25% dans le décompte des formes familiales, 10% dans le décompte des formes sporadiques. Et c'est un gène qui a une fonction très mal connue. On ne connaît pas vraiment la fonction du gène. Elle a, comme je vous l'ai dit, probablement un rapport avec le trafic des endosomes via l'activation de protéines de transport, les protéines RAB. Le RAB, c'est le code postal dans une cellule. Vous avez une vésicule qui a RAB2, elle va aller vers les dendrites. C'est une vésicule qui lie RAB3, elle va aller vers l'axone. Si vous avez une vésicule qui lie RAB5, elle va faire des endosomes. Si elle lie RAB7, elle va faire des endosomes tardifs. Donc en fait, il y a une sorte de code postal comme ça, selon le RAB qui est lié à la vésicule. Hein, c'est une petite protéine de 23 000, en gros, avec une queue lipidique qui s'insère dans la vésicule. Donc selon le RAB, ça va aller dans tel ou tel endroit. Alors si cette protéine C9-ORF72 permet l'activation des RAB, selon le RAB dont elle va permettre l'activation, elle peut moduler le trafic intracellulaire. Et là, c'est le trafic intracellulaire d'une catégorie d'endosomes qui, je vous le dis, va plutôt dans le secteur phagosome, donc vers la dégradation, donc l'autophagie. Donc, ça, c'est intéressant. Et je vous l'ai dit, la forme pathologique de C9 ORF72, elle est liée à ce petit fragment ici qui est le premier intron, où vous avez une polymérisation. Je vous dis, il peut y en avoir 100, il peut y en avoir 1000. Donc en fait, ça va faire un énorme intron qui est bourré de GGGGCC. C'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Normalement, il y en a 2 à 23 chez les gens normaux. Enfin normaux, chez les gens non malades. Donc, cette expansion donc, qui est à l'origine de la forme d'ALS qu'on appelle C9 ALS FTD
C9 ALS LFFD parce que ALS et FTD pour démence photon-temporale. Fonctionne probablement par des gains de fonction. Il y a des gains de fonction. Alors là, ce que vous pouvez voir, je vais revenir, c'est que l'ARN là peut fixer des protéines. Donc il peut avoir une fonction de pompage de protéines qui n'ont plus la possibilité de faire leur activité normale. Mais il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans cette histoire, c'est que l'ARN peut être lu dans les deux sens. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'ATG qui permet l'initiation de la traduction, il y a quand même des traductions. Donc en fait, ce truc est traduit, hein, il est traduit comme une protéine normale parce qu'il y a un méthyl 7-guanosine qui est un truc classique dans l'initiation de la traduction dans un messager de base, hein, qui est capé avec un complexe qui contient cette protéine qui est un facteur d'initiation de la traduction, mais en fait il y a un gros complexe d'initiation de la traduction et quand vous faites ça, normalement, le ribosome, il y a un morceau du ribosome, la grosse unité qui se lie, qui se balade, et quand je rencontre l'ATG, hop, l'autre se met là et je commence à traduire. Ça, c'est la forme classique. Et ici, on a des traductions sans ATG. C'est-à-dire qu'il y a une façon de traduire ce truc dans l'ATG, et non seulement dans un sens, mais dans l'autre. Et alors, ça vous fait des synthèses de polydipeptides. Hein. Alors, on a des polyglycine-alanine, des polyglycine-arginine. Alors, je vous rappelle ici le code génétique, hein, c'est assez facile à comprendre. GGGG, etc. Donc, il y a des polyproline-alanine. Ça, c'est dans l'antisens. Dans le sens, c'est polyglycine-alanine, polyglycine-arginine, quand je vais dans le bon sens. Quand j'ai une transcription dans l'autre sens, je fais du polyproline-alanine et du polyglycine-proline, qui est, lui, fait dans le sens et l'antisens. Donc ça, je vous dis ça, mais vous pourrez vous amuser vous-même en reprenant sur Internet le code génétique pour voir exactement ce qui se passe. Voyez. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, toutes ces protéines, qu'on appelle des DPR protéines, dipeptide repeat, DPR protéines, sont donc produites par ces expansions anormales et elles forment dans la moelle épinière et dans le cortex des inclusions intranucléaires, j'en ai montré une tout à l'heure, et aussi intracytoplasmiques, alors sans TDP43. Donc ce sont des inclusions qui sont des inclusions pures de polydipeptides. Alors celles qui contiennent des arginines sont particulièrement toxiques, hein. Glycine, arginine et proline, arginine sont vraiment méchantes. Ce sont les plus méchantes. Hein. Alors que glycine, proline et proline, alanine sont assez peu toxiques. Et puis, ils ne sont pas toxiques, à vrai dire. C'est juste glycine, alanine qui est un tout petit peu toxique. Donc, et il se trouve que les dipeptides, les polydipeptides, glycine, arginine ou proline, arginine, lient les domaines de basse complexité. Hein, donc, je vous parlais ici de ça. Peuvent lier ces complexes de basse complexité et interférer avec la formation des granules de transport des ARN. Donc on a toujours un problème quand même de transport d'ARN dans cette affaire, pratiquement quelles que soient les mutations auxquelles on a affaire et qui sont responsables sur le plan génétique, en tout cas, de la pathologie. Donc il semble aussi acquis, je pense que c'est un truc assez clair, que les mutations dans C9orf72 jouent un rôle dans le transport nucléocytoplasmique, c'est-à-dire dans le transport des ARN, depuis le noyau jusqu'au cytoplasme. Donc on connaît pas mal de gènes maintenant qui ont été identifiés, dont le transport nucléocytoplasmique a été modifié ou empêché, entre guillemets, par ces polydipeptides. Donc je ne vais pas en 1 heure, 1 heure et demie vous faire le tour de la question, mais surtout que j'aimerais quand même
revenir à quelques considérations un petit peu plus générales sur les pathologies neurologiques et psychiatriques. Distinction qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je pense qu'en fait, c'est une distinction qui est un tout petit peu excessive. Et donc, je vais commencer cette deuxième partie du cours d'aujourd'hui à travers une revue de 2016 dont je compléterai les données par celles qui sont rassemblées dans une seconde revue qui est publiée, elle, cette année. Donc les auteurs, Jivinzaga Jivasinga et collaborateurs rappellent, hein, mais ça on le sait maintenant, c'est un truc classique pour nous, qu'il faut distinguer entre les motoneurones centraux, hein, et puis qui sont les upper motoneurones. Hein. Ce sont aussi des motoneurones. Ils ne sont pas dans la moelle, mais ce sont quand même des motoneurones parce qu'ils vont aller directement activer ce petit gars-là. Et donc, ce sont des motoneurones qui sont, comme je vous le disais, des motoneurones qui font du glutamate. Et puis, les motoneurones des cornes antérieures, hein, qui eux sont directement des motoneurones spinaux, et donc qui sont les lower motoneurones, les motoneurones bas. Et la maladie, dans la plupart des cas, il y a des rares exceptions, mais dans la plupart des cas, la maladie touche les deux catégories. Donc, l'atteinte des motoneurones spinaux, comme je vous le disais, conduit à une atrophie musculaire progressive. Pas forcément, en tout cas au début, l'atteinte de ces motoneurones ici. Donc la distinction entre les deux types de motoneurones corticaux, et surtout leur dysfonctionnement est important, je pense que, car si tout commence, c'est une hypothèse, si c'est une hypothèse, c'est pas vrai, hein. Enfin c'est peut-être vrai, on n'en sait rien. Mais si tout commence par les motoneurones corticaux, alors on peut imaginer, on doit imaginer, hein, que l'excytotoxicité glutamatergique, puisque ce sont des neurones à glutamate, devient une première atteinte, une cause première de la maladie. Ce qui suggère que ces motoneurones seraient hyperactifs au départ, mais si ils sont hyperactifs, pourquoi sont-ils hyperactifs, hein? Et on peut imaginer qu'ils sont hyperactifs par une perte d'inhibition. Parce que normalement, les motoneurones ou les neurones pyramidaux qui sont dans le cortex sont inhibés. J'ai souvent parlé d'inhibition des neurones pyramidaux, et je vais y revenir. Donc si cette inhibition se lève, alors ils deviennent voilà quoi, perte d'inhibition et hyperactivité. Et donc ceux d'entre vous qui sont habitués à ce cours, ça doit forcément leur rappeler quelque chose, parce que j'ai plusieurs fois insisté sur l'activité inhibitrice des interneurones sur les neurones pyramidaux. Donc, excusez-moi. À mes souhaits. Donc, je vais vous rappeler, chaque fois que je vous ai parlé de maladies psychiatriques, je vous ai parlé de ces neurones pyramidaux dans la couche 3-4 et des interneurones à parvalbumine, qu'on appelle les fast spiking interneurones, qui inhibent les sorties activatrices. Donc, et là, on aurait quelque chose qui serait assez proche, d'une certaine façon, sauf qu'on n'est plus dans la couche 3-4, puisqu'on a affaire à des neurones moteurs, et que les neurones moteurs, eux, sont dans la couche 5 du cortex, donc plus bas, hein, par ici. Mais au fond, on a quelque chose qui est relativement proche et qui est extrêmement intéressant, parce que si ça, ce sont les motoneurones qui vont aller vers la moelle épinière pour déclencher les neurones glutamatergiques, normalement, ils sont inhibés par des interneurones qui, eux, font du CABA. Et quand on regarde, alors vous voyez ici, tous les petits boutons sur le corps cellulaire, ce sont des terminaisons GABAergiques. Donc ça montre que vos motoneurones corticaux, qui sont hyperactifs dans l'initiation de la maladie, sont en fait ils sont là, hein, il y en a quand même un paquet, hein, sont en fait sous le contrôle inhibiteur de neurones GABAergiques, d'interneurones. Ça peut
s'étendre relativement loin, hein, parce que ces petits interneurones qui sont liés par des gap junctions, par des jonctions communicantes, qui font donc une sorte de syncytium, en fait, chacun d'entre eux peut contrôler une centaine de neurones pyramidaux, et là j'en ai montré d'autres en bleu, et il se trouve que ces interneurones sont dans les couches 3-4, hein, et sont des phase spacking, hein, et vous voyez ici que ce sont les phase spacking 1 et 2 qui sont autour de ces neurones pyramidaux, qui sont en fait les inhibiteurs, et pas des neurones à somatostatine. Donc quelque chose qui est extraordinairement, qui rappelle extraordinairement ce que nous savons, si vous voulez, de ces maladies psychiatriques, cette fois-ci, dans lesquelles on a une perte d'inhibition corticale sur des neurones pyramidaux de la couche 3-4. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous parle souvent d'apprentissage des périodes critiques. Dans ces périodes critiques, on sait que c'est la maturation de ces interneurones qui permet l'ouverture d'une période de plasticité et puis la fermeture. Mais que si je lève cette inhibition, alors je peux développer une pathologie, et c'est l'hypothèse que nous avons faite, que des pathologies d'ordre psychiatrique pourraient être liées à une levée d'inhibition de ces interneurones sur les motoneurones, pas sur les motoneurones, sur les neurones de la couche 3-4 pyramidaux qui sont d'une autre nature. Mais là, on a quelque chose qui en fait est très très semblable. Et c'est intéressant, enfin, je trouve ça intéressant dans la mesure où il y a des démences photon-temporales qui sont liées à ces maladies. Et ça pourrait assez bien s'expliquer par une perte, en fait, de l'inhibition corticale. Alors, cette perte de l'inhibition corticale elle conduit à une excitotoxicité et aussi une instabilité génétique, probablement à l'expression d'éléments mobiles, et tout ça lié à une modification de l'équilibre inhibition-excitation qui est à l'origine en fait de certaines démences. Donc il y a quelque chose là qui est, si vous mettez les choses ensemble, et évidemment tout ça n'est pas vrai, mais tout ça est quand même assez stimulant sur le plan intellectuel, qui ferait un lien entre cette maladie du motoneurone, une maladie motrice, mais en fait une maladie plus générale de la cognition au niveau du système nerveux central. Donc c'est une idée de dysfonction corticale et d'une hyper-excitabilité dans le LS, je vous le disais, est une idée assez ancienne, hein, puisqu'elle a été proposée par Charcot il y a une centaine d'années. La conception actuelle est liée, hein, je viens de vendre la mèche, à une altération, voire à une dégénérescence des interneurones inhibiteurs GABAergiques. Hein, ces petits gars-là. Donc, cette hypothèse de l'excitotoxicité. Alors, évidemment, si je lève l'inhibition, je fais du firing beaucoup plus fort. Donc, je suis dans l'excitotoxicité parce que j'envoie beaucoup plus de glutamate dans ma moelle épinière. Hein. Et si mes astrocytes ne sont pas capables d'aller pomper le glutamate, alors là, c'est la catastrophe. Voilà, donc c'est la double peine. Donc, cette hypothèse d'excitocité glutamatérgique repose donc sur une stimulation excessive des récepteurs glutamate. Il y a différentes catégories de récepteurs au glutamate. Vous avez le NMDA, qui est un récepteur ionique. Vous avez l'AMPA, et vous avez aussi le kainate, mais en fait, c'est plutôt des récepteurs de type NMDA ou de type AMPA qui sont touchés au niveau des neurones cibles de ces neurones cortico-spinaux. Donc, du coup, là, vous avez, je le répète, hein, je répète souvent parce que comme ça rentre plus facilement. Hein, c'est l'excitotoxicité. Voilà, donc vous avez une entrée de calcium, c'est pas bon, et donc un stress oxydatif. Et puis, si par hasard vous avez en plus une diminution du transporteur astrocytaire EAA-T2, comme c'est le cas dans le modèle SOD1, eh bien, c'est pas bon, quoi. Il se trouve d'ailleurs qu'une diminution de ce transporteur est un des tests précliniques qui est actuellement utilisé en pathologie. Dans la souris SOD1, c'est un mutant G93A, c'est une mutation de l'acide aminé numéro 93 de glycine en alanine, qui est un modèle qui est assez souvent utilisé par les gens qui pensent que les souris, c'est comme les humains, quoi, en gros, mais c'est pas vrai, mais c'est pas grave. On a une dégénérescence précoce due dendrite apicale. Vous voyez ici, c'est assez joli parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balancé un virus
qui encode une protéine fluorescente au niveau du bulbe. Là, il y a des terminaisons, il y a des passages d'axones de motoneurones. On remonte donc vers les motoneurones frontaux et on peut les colorer et on peut suivre leur morphologie. Et en fait, dans le mutant, comme vous pouvez voir ici, dans celui-là aussi, vous avez en fait une dégénérescence du dendrite apical. Donc, de nouveau, ça lie une mutation de SOD à une dégénérescence du motoneurone spinal. Et ça, c'est assez précoce, hein, ça se produit assez rapidement. Donc, pas un signe de bonne santé pour les neurones pyramidaux. Hein. Donc, la diapositive que je vais vous montrer ici, alors, ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Hein, vous vous étonnerez pas, mais bon, je ne suis pas là uniquement pour faire des choses qui m'intéressent. Donc, là, vous avez donc un schéma presque global, quoi. Donc, vous avez votre motoneurone, vous avez les différentes mutations qui peuvent produire des agrégats, vous avez une augmentation du stress oxydatif qui peut être liée à l'entrée, l'excytotoxicité glumatergique, parce que les astrocytes ne sont pas capables de recapturer le glutamate libéré par les neurones qui viennent d'en haut, là, les corticospinaux. Hein. Et puis, vous avez les astrocytes qui peuvent aussi sécréter des facteurs toxiques. On l'a vu dans les systèmes de coculture entre astrocytes malades et neurones en bonne santé. Vous avez la question des macrophages cérébraux qui sont activés et qui peuvent libérer des superoxydes et des médiateurs de l'inflammation. Et puis, si vous regardez ici, vous avez les dysfonctions mitochondriales. Et puis tous ces problèmes de transport qui sont évidemment fondamentaux parce que comme l'axone est très très long, eh bien, il faut envoyer les choses très très loin. Et si vous avez un problème de transport, eh bien, vous avez un problème de physiologie de vos neurones. Alors, je vais un peu vite, mais ce n'est pas grave, on aura fini plus tôt. Donc s'il y a effectivement une forte composante centrale, au sens de composante cérébrale, alors il faudra aller chercher les atteintes corticales. Donc, il ne faudra pas se contenter de regarder ce qui se passe au niveau de la moelle, il faut aller regarder ce qui se passe au niveau du neurone. Donc, il y a des gens qui ont fait des stimulations magnétiques transcrâniales, c'est-à-dire qu'on met un casque et puis on fait passer comme ça, ouais, magnétique. Et donc, et quand on fait ça, on peut regarder la part d'inhibition et la part d'excitation dans le cortex. Et ce qu'ils ont remarqué, et ça c'est remarquable, c'est une forte réduction, voire une absence complète des fonctions inhibitrices. Donc ça va encore dans le sens de ce que je vous propose ici. Donc cette absence ou diminution des fonctions inhibitrices peut refléter une atteinte du motoneurone, qui serait incapable de répondre aux stimuli inhibiteurs. Ce n'est pas uniquement parce que les systèmes inhibiteurs seraient abîmés. Si vous y avez un motoneurone qui n'a plus de récepteur au GABA, par exemple, bah, il ne sera pas capable de répondre. Alors, si je perds mon dendrite apical et que je perds mes récepteurs au GABA et que la plupart de mes neurones inhibiteurs synapsent sur le dendrite apical, alors évidemment, je n'aurai pas de réponse. Bon, il se trouve quand même qu'ils synapsent plutôt au niveau du corps cellulaire. Le corps cellulaire, c'est ce qu'on perd en dernier. Mais on peut perdre quand même aussi des récepteurs. Donc ça peut être une résultante, non pas d'une atteinte des systèmes inhibiteurs, mais de la capacité du système excitateur à répondre au système inhibiteur. Donc c'est pas, on peut avoir les deux. C'est pas du tout incompatible. Bon, les auteurs de cette revue, je pense qu'on l'aura compris, sont plutôt favorables à une atteinte corticale précoce, voire déclenchant la maladie, avec une atteinte secondaire des motoneurones spinaux. Alors, quand on regarde le côté cortical de la chose, il n'est pas possible de faire la part de ce qui revient aux interneurones inhibiteurs et aux motoneurones eux-mêmes, ce que je viens de vous dire, d'accord ? Il reste que si on a une démence, alors une démence, ce n'est pas uniquement une atteinte motrice, ça va au-delà du système moteur, la démence. On peut être atteint au niveau moteur et particulièrement, totalement, regardez Hawkins, il a quand même
c'est pas un idiot. Hein. Donc si on a une perte au niveau cortical moteur, on peut aussi avoir quand même des systèmes qui fonctionnent bien. Donc on peut aussi avoir une démence sans avoir d'atteinte motrice. C'est souvent le cas. Donc c'est un petit peu difficile, mais on ne peut pas, à mon avis, distinguer vraiment ce que je disais, ce qui vient de la part des neurones inhibiteurs, ce qui vient de la part des... Mais quand on parle de processus cognitifs, alors ça veut dire qu'on dépasse le seul cortex moteur. Donc comment se fait-il qu'on n'ait jamais été regardé plus loin? Je ne sais pas. C'est-à-dire que ce serait intéressant dans des modèles animaux, mais peut-être aussi chez Sapiens, d'aller regarder ce qui se passe au-delà du cortex moteur. Est-ce que ce n'est pas une atteinte générale des systèmes inhibiteurs et qu'on ne voit pas la démence s'installer parce que le malade meurt trop tôt pour suivre une véritable développement d'une démence qui serait plus généralement liée à une perte de l'inhibition corticale. Donc c'est une question, à mon avis, qui est extrêmement importante. C'est une question du caractère local ou du caractère systémique de cette lésion centrale. Si les neurones glutamatergiques centraux et moteurs sont les seuls atteints, alors pourquoi spécifiquement ceux du système moteur? C'est une bonne question. Alors il y a une explication évidemment qui serait que ils ont un métabolisme très important. Non, les neurones du système moteur ont un métabolisme beaucoup plus important que les autres neurones pyramidaux. Le maximum de trajet qu'a à faire un neurone pyramidal qui n'est pas moteur, c'est d'aller de là à là. Hein. Alors même si on a un très gros cerveau, ce n'est pas de là à là, d'accord? Donc, à là, pardon. Donc, ça veut dire qu'ils ont probablement une demande métabolique beaucoup plus forte. Donc, on peut imaginer que la longueur de leur axone, qui doit voyager quand même plusieurs dizaines de centimètres, plus d'1 mètre pour les innervations lombaires, et aucun neurone cervical cortical n'a à faire un tel trajet. Donc, il peut y avoir un truc comme ça. Si la lésion touche les interneurones inhibiteurs, alors pourquoi, de nouveau, seuls les systèmes moteurs sont-ils touchés et pourquoi n'assistons-nous pas à un désastre plus complet? Alors, je vous donne une première réponse, ce serait que le désastre est en effet complet, mais que tous les neurones inhibiteurs sont touchés, mais que les malades n'ont pas le temps de développer un phénotype encore plus accentué du fait de leur mort rapide, entre 2 et 5 ans après le déclenchement de la maladie pour l'essentiel des patients. Ce qui veut dire que si l'on sauve localement les motoneurones spinaux, il faudra rapidement se pencher sur la question cognitive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, si tel est le cas, de guérir le côté moteur, parce que si les gens vivent plus longtemps, il faudra penser quand même à la fonction cognitive si la maladie cognitive doit se développer ultérieurement. Donc, une autre option intéressante, je trouve, serait que la maladie commence dans les motoneurones corticaux et qu'elle envahisse les interneurones avoisinants au niveau frontal. Donc on peut imaginer quelque chose comme ça. On peut aussi imaginer une fonction rétrograde, c'est-à-dire qu'une affection qui serait primaire dans les neurones spinaux ou dans des cellules de la région spinale, astrocytes, macrophages, interneurones, enfin tous les gars dont j'ai parlé déjà, les oligodendrocytes, et ensuite vérifier dans des modèles expérimentaux si une atteinte spinale n'a pas un effet rétrograde qui entraînerait ensuite une atteinte corticale. Donc ça, on peut avoir des modèles animaux où on va d'abord toucher la région spinale. Par exemple, avec un virus, on va introduire du SOD1 muté dans les motoneurones spinaux avec un virus, donc on ne touche pas au côté central, et voir si, de façon rétrograde, ça ne va pas avoir un effet sur les capacités, d'abord sur les motoneurones corticospinaux, mais peut-être aussi sur des interneurones et sur les fonctions cognitives des souris. Donc, regardez ce qui se passe au niveau des interneurones du cortex moteur. Et puis, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être regarder l'état de l'hétérochromatine, regarder les niveaux de cassure d'ADN, et puis regarder dans toutes les autres régions du cortex, pas uniquement ce cortex frontal moteur, mais le cortex frontal qui est impliqué dans les fonctions cognitives et qui n'est pas si loin, en fait, de cette région motrice. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez,
Bon, si je développe ça, c'est parce que c'est des questions sur lesquelles mon laboratoire a énormément travaillé dans les dernières années. Donc maintenant, comme promis, je tiens toujours mes promesses, presque. J'aimerais revenir sur le rôle éventuel des éléments mobiles. Je n'ai pas énormément de temps devant moi, et je vais vous discuter un article récent de Prudencio, récent, oui, qui est de 2017, qui fait état d'un nombre élevé de transcrits d'éléments répétés. Alors, quand il dit éléments répétés, il veut dire éléments mobiles. Mobile, mais pas forcément mobile, hein, parce que, comme vous le savez, il n'y a plus qu'une centaine de lines mobiles. Les éléments sont fossilisés, mais il y en a qui sont encore mobiles. Hein. En tout cas, même s'ils ne sont pas mobiles, ils sont transcrits, ils font des ARN. Et ce qu'on va regarder ici, c'est les ARN. Donc, ils ont travaillé sur des cerveaux de patients atteints de l'ALS-FTD, c'est-à-dire ALS et démence frontotemporale, liées à des expansions introniques dans l'intron 1 du GGGGCC, c'est-à-dire du gène C9-ORF72. Et donc, comme je l'ai dit, une des marques de la pathologie qui lie l'ALS à la démence frontotemporale, c'est, maintenant vous n'avez plus le droit de l'ignorer, hein, la présence d'inclusion cytoplasmique dans les neurones et dans les glies. Donc, alors cela se produit dans tout le cortex et dans la moelle épinière, dans le cortex et dans la moelle épinière. Donc l'analyse par RNA-seq, c'est-à-dire qu'en fait on fait un séquençage complet de l'ARN des tissus cérébraux au niveau du cortex moteur et dans la moelle épinière, donc on fait les deux. Mais là ils ont fait dans les tissus cérébraux, donc au niveau du cortex moteur frontal, démontre que les malades atteints d'ALS diffèrent très fortement des témoins au niveau de la transcription et de l'épissage et des polyadylations alternatives de nombreux gènes. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des problèmes d'expression génétique générale dans ces neurones du cortex moteur. Mais ils ont aussi regardé, ils ont laissé tomber ces gènes hein, qui sont intéressants quand même, ce serait intéressant de savoir ce qui se passe, mais ils ont laissé tomber pour s'intéresser essentiellement aux séquences répétées. Donc, toujours hein, mes gènes favoris, hein, comme vous savez, des éléments mobiles. Et les transposons, quoi. Et à la suite de nombreuses études qui associent l'expression de ces éléments, dont ceux des rétrovirus endogènes, hein, que vous allez retrouver ici, donc ce sont des trucs ALTR, ce sont des anciens rétrovirus qui sont intégrés dans le génome. Alors on sait que dans pas mal de pathologies de type ALS, il y en a des expressions très fortes de ces rétrovirus endogènes. En particulier, il y en a un qui s'appelle le Human ERV, Endogenous Retrovirus, de la famille K, parce qu'il y a différentes familles évidemment dans les rétrovirus. Et il est très fortement lié, son expression, à l'ALS. Et donc ils ont décidé, ces auteurs, de comparer l'expression des éléments répétés à la fois dans les ALS liés à la mutation C9-ORF72, dans les ALS qui ne sont pas liés à la mutation C9-ORF72, et puis dans des humains sains. Enfin, sains. Les tissus sont sains. Les humains sont morts. Donc, alors ils ont utilisé des programmes, c'est très compliqué de demander à Julia, parce que quand il y a plusieurs répétitions comme ça, c'est très compliqué d'analyser les séquences. Mais il y a un programme qui s'appelle Analyse Repeats, qui est le programme Homer. Et si on l'utilise en tandem avec un programme d'analyse différentielle de séquences, d'expression différentielle, on peut identifier un très grand nombre d'éléments répétés dans les trois populations. Alors, la première observation, que si les proportions... Alors, dans l'expression, ce qu'on peut voir normalement, c'est que les proportions relatives des différents éléments répétés correspondent à ce qu'on connaît à peu près dans le séquençage classique. Mais si vous comparez les trois groupes, vous constaterez une forte augmentation d'expression de ces éléments dans le cortex frontal.
mais pas dans le cervelet. Hein. Et dans les ALS liés à C9, je vais l'appeler C9, OR72, maintenant on va l'appeler C9, hein. Et quand on compare aux deux groupes, on a une plus forte expression. Hein. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Plus forte que dans les ALS qui ne sont pas liés à cette mutation-là, même si dans les ALS qui ne sont pas liés à cette mutation-là, on a aussi une expression plus forte que dans les tissus normaux, dans les tissus sains, entre guillemets. Donc les gagnants, hein, les gagnants, ce sont les LTR, c'est-à-dire les rétrovirus humains. C'est eux qui sont le plus fortement exprimés, ben, vous le voyez ici, hein. Donc c'est très fort. Ils sont suivis des DNA transposons ADNA. Transposons ADNA, c'est un peu différent, c'est j'ai ma séquence, je la coupe et je la recolle, mais je n'ai pas d'amplification. L'ARN, je transcris, je reverse transcris, je fais un nouvel ADN, donc en fait je suis amplificateur. Donc, et les troisièmes, c'est les lines. Donc en fait, les trois catégories qui sont très fortement augmentées dans la pathologie, ce sont donc les ERV, les lines et les transposons à ADN. Donc il y a 300 éléments comme ça qui sont modifiés dans la forme C9 de l'ALS comparé à l'ALS non lié à la mutation C9 et qui sont donc séparés dans différentes classes avec un avantage aux transposons LTR. Donc dans 91% des cas, il s'agit d'une augmentation. Il y a quand même 10% des cas où il s'agit d'une répression, c'est-à-dire qu'il y en a moins. Hein. Mais dans 90% des cas, c'est une augmentation. Et on peut faire après, si vous voulez, une analyse par RT-PCR. Et voilà ici, alors évidemment, on ne peut pas suivre les transposons à ADN par RT-PCR, ça c'est pas possible. Mais RT-PCR, ça consiste à prendre l'ARN, faire un ADN complémentaire et puis amplifier pour voir combien d'ARN on avait au départ. Donc c'est forcément des transposons qui sont transcrits en ARN avant d'être rétrotranscrits en ADN et puis insérés dans le génome. Ou pas d'ailleurs. Hein. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que voilà un contrôle, donc il y a très peu d'expression des ERV, donc des rétrovirus qui ont donné lieu à des rétrotransposons ALTR. Dans les formes qui ne sont pas liées à C9, on a une forte augmentation malgré tout de l'expression, mais dans les formes qui sont liées à C9, on a encore une plus forte augmentation de l'expression. Et ça, c'est vrai pour les lines, pour les trucs ALTR, donc différents types de rétrovirus ALTR, je ne vais pas rentrer. C'est vrai aussi pour les lines, hein, et ça c'est très fort, mais c'est aussi vrai pour les signs. Les signs, c'est des séquences ALU. Les voilà ici. Et eux, ils sont activés quand les lines sont activées. Ce sont des parasites des lines. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai très souvent discuté ces affaires. Mais ce que vous pouvez voir quand même, alors là, c'est quand c'est l'ALS seul. Là, c'est l'ALS avec une démence frontotemporale. Et là, c'est quand il y a une démence frontotemporale seule. Et vous voyez que, en fait, quand il y a une démence frontotemporale, si vous regardez les bleus et les jaunes en comparant au vert au signal LS pur, quand il y a une démence frontotemporale, il y a beaucoup plus d'expression de ces éléments répétés. Donc en fait, la démence frontotemporale s'accompagne, hein, qu'elle soit liée à la LS ou pas, s'accompagne d'une augmentation de la rétrotransposition assez générale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, je trouve, parce que, comme vous le savez, quand je fais des lines, eh bien, d'abord, je modifie pas mal de choses dans la régulation de l'expression génétique, mais en même temps, je casse mon ADN, je fais des coupures. Donc, c'est quelque chose d'extraordinairement fort sur le plan pathologique. Donc, je vais vous demander encore 5 minutes environ de trucs. Donc, je ne vais pas revenir sur la dérégulation de l'hétérochromatine. Je vous souvenez, dans les cours que je vous ai fait précédemment, que l'expression des lines, les lines sont dans l'hétérochromatine. C'est-à-dire que normalement, ce sont des éléments, pas tous. Il y a une expression de base qui est une expression normale, physiologique. Mais quand j'ai une upregulation, une augmentation de l'expression de ces éléments répétés, c'est en général parce que mon hétérochromatine se débobine. Ça, c'est pas bon parce que c'est le résultat d'un stress oxydatif, c'est le résultat du vieillissement. Enfin bon,
vous savez qu'on a pas mal discuté ça dans les semaines qui précèdent et dans les années en fait, qui ont précédé. Or, il se trouve que dans pas mal de cas de maladies de type ALS, eh bien, on a un problème avec le remodelage de la chromatine. C'est-à-dire qu'en fait, on a de la perte d'hétérochromatine. Et ça pourrait très bien expliquer que vous avez une augmentation des lines, parce que les lines, enfin des éléments répétés, parce que ces éléments répétés sont réprimés dans la mesure où ils sont dans l'hétérochromatine, qui est une structure répressive de la transcription. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'à la suite de mutations qui ont été identifiées dans ces maladies, vous avez un relâchement de votre hétérochromatine, une augmentation de l'expression des lines ou des éléments transposables, et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Et ça peut être local ou ça peut être général. Donc en fait, c'est un petit peu l'idée qu'on peut se faire, mais cette catastrophe, elle est clairement plus forte quand vous avez des démences associées à la maladie. Donc, possible que ça se passe au niveau des interneurones inhibiteurs dans le cortex. C'est-à-dire que vous ayez quelque chose d'assez spécifique pour les neurones inhibiteurs qui auraient une plus grande modification de leur hétérochromatine et de l'expression des lines dans l'ALS et que ça pourrait induire évidemment des démences, hein, et que ces démences pourraient être liées justement à cette destruction, en fait, peut-être même à une réouverture de la plasticité pour ceux qui ont suivi le cours depuis des années. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais j'aimerais quand même conclure sur quelque chose qui, à mon avis, est une forme de philosophie générale du cours. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, ça, c'est des modèles qui ont été pris chez Weddington. Donc, ce premier modèle ici, c'est que vous avez un seul génotype. Vous voyez ici, avec le génotype, c'est ces petits piliers noirs. Donc, c'est les gènes. Et ce génotype forme des vallées, hein, et que la forme de ces vallées peut être modulée par les interactions épigénétiques. C'est ces fils sur lesquels je peux tirer. Alors, normalement, quand je me développe, je prends une vallée classique, mais j'ai des bifurcations. Donc, par exemple, dans la mouche, hein, vous vous rappelez la semaine dernière, la vallée classique, c'est de faire une mouche, une belle mouche. Hein. Mais si je diminue la robustesse de développement, par exemple, en inhibant une heat shock protéine qui s'appelle HSP90, en nourrissant mes mouches, vous vous rappelez, avec de la geldanamycine, hein, eh bien, toutes mes mouches meurent. Hein. Mais il y a des mouches qui résistent, qui ont une sale tête. Hein, elles sont laides. Et je retire la geldanamycine et mes mouches, je veux dire, elles vont devenir belles. Ben non, pas du tout. Mes mouches restent comme ça. Et donc ça, c'est une mutation. On se dit, ah, ça c'est bizarre. Alors, l'explication qu'avait proposée à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'est qu'en fait, on révélait un phénotype sous-jacent parce qu'on modifiait l'épigénétisme. C'est-à-dire qu'on tirait sur les fils et que quand la bille arrive ici, au lieu de tourner à gauche, elle tournait à droite. Donc, ce qu'on appelle la canalisation, mais qu'il n'y avait pas de modification du génome. Alors, ce que j'ai montré la semaine dernière, c'est qu'en fait, ce n'était pas ça la solution. La solution, c'est que j'avais entraîné une très grande force d'expression des rétrotransposons dans les cellules germinales, que j'avais introduit des mutations dans le génome, et que ces mutations avaient donné une solution, et la solution, elle est là. Elle n'est pas très jolie, hein, mais elle est héréditaire. Donc nous sommes un petit peu comme ça, nous sommes des monstres par rapport aux autres animaux, d'accord? Donc en fait, ça voudrait dire que ce n'est pas du tout un problème de canalisation, mais c'est un problème d'induction de mutations liées au stress et l'insertion de transposons qui modifient le génome aussi au niveau de l'expression. Rappelez-vous quand je vous ai raconté comment les gènes aux alentours des ERV étaient régulés. Et donc ça c'est intéressant parce que ça vous lie d'une certaine façon. Alors, évidemment, quand on met quand on introduit un transposon quelque part, ça peut avoir des effets extraordinaires sur plein de types de répression, d'expression de gènes, etc. Donc, quand je fais ça, évidemment, je peux inventer une solution nouvelle. Donc, cette solution, elle peut être héréditaire si je tape dans la lignée germinale. Mais elle peut aussi se produire au cours du développement dans des cellules qui prolifèrent, qui sont des cellules somatiques. Les cellules qui prolifèrent,
bon, je fais plein de fibroblastes, je fais plein de neurones, je fais plein de trucs, et puis, la vie est difficile, j'active mes transposons, je fais des captures, et j'induis évidemment des phénotypes qui ne sont pas toujours des phénotypes extrêmement plaisants. Donc, si ces insertions sont dans les cellules germinales, elles deviennent héréditaires. Si elles se font dans les cellules somatiques, au cours du développement ou chez l'adulte, elles ont des effets physiologiques, mais elles peuvent aussi avoir des effets pathologiques, sans être pour autant héréditaires. Alors, si j'ai voulu finir un petit peu sur cette image, parce qu'elle vous indique quand même, si vous voulez, le lien qui existe entre le développement, l'évolution, la physiologie, le vieillissement, les pathologies, et vous devinez la suite. Donc je pense que vous ne pouvez pas vous étonner, pour ceux qui ont suivi le cours pendant plusieurs années maintenant, que j'ai eu à cœur, en fait, de vous balader à travers toutes ces facettes. On a parlé de développement, on a parlé d'évolution, on a parlé de vieillissement, on a parlé de pathologie, on a parlé de cognition, mais des pathologies d'ailleurs pas uniquement cérébrales en l'occurrence. Et puis la mort qui évidemment est inéluctable. Alors ce n'est pas forcément drôle, mais comme disait Kurt Vonnegut, c'est la vie. Merci.